Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour célébrer les 35 ans de la série Zelda? Fais un résumé malaisant de ton épisode préféré de la série. Ok, on va faire ça. Zelda est ma série de jeux vidéo préférée de tous les temps. Elle comporte 19 jeux plus tout un tas de spin-offs, et comme ils sont souvent différents les uns des autres, chacun a son épisode favori. Moi, c'est Ocarina of Time. Moi, c'est A Link to the Past. Moi, c'est Twilight Princess. Moi, c'est Zelda's Adventure sur CDI. Bah quoi? Et moi, c'est Majora's Mask, épisode sorti en 2000 sur Nintendo 64, puis réédité sur 3DS en 2015. C'est là que je l'ai découvert. A l'origine, le développeur de la série, Eiji Aonuma, devait créer du contenu additionnel pour le jeu Ocarina of Time, qui serait compris dans le nouvel accessoire 64DD. Mais il avait envie de faire plus et de faire carrément un nouveau jeu. Donc Shigeru Miyamoto, le boss de Nintendo, lui a dit approximativement « Ok mec, mais t'as juste un an pour le faire, ok ?» Ok. Chose première chose due, Majora's Mask voit le jour un an plus tard. En gros, Majora's Mask c'est la suite d'Ocarina of Time. Donc si tu connais pas l'histoire de ce jeu, va voir la vidéo du Tropper sur le sujet, moi je suis pas assez payé pour le résumer en plus. On retrouve notre héros, Link, à la recherche de son ami, la fée Navi, qui nous aura supporté pendant tout Ocarina of Time avant de nous laisser planter là et de se barrer au KLM. Heureusement, Link n'est pas rancunier. Il était tranquille, il était peinard, adossé sur Epona, quand apparut un mec bizarre qui la route lui barra. Puis il s'est approché de lui et lui a dit « T'as un Ocarina, mon gars, j'aimerais bien qu'il soit à moi. Viens faire un tour dans l'herbe grasse, histoire que je t'en débarrasse. » Joignant l'acte à la parole, le dénommé Skull Kid vole l'Ocarina et le cheval de Link et le traîne sur 5 km avant de le laisser tomber. Link part alors à sa poursuite avant de tomber dans un trou de 2000 mètres de profondeur. Il se retrouve alors face à Skull Kid, qui lui dit que son cheval était nul et qu'il s'en est débarrassé. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Et comme Skull Kid il est pas très gentil, il décide de transformer Link en Peste Mojo, une petite créature végétale. Et puis il se barre en fermant une porte et en oubliant Taya, une de ses deux fées, qui décide alors de devenir gentille et d'aider Link pour qu'il puisse retrouver Skull Kid. Oui, tout ça pour ça. Ah oui, en fait, c'est un truc pour enfants, ton jeu. Attends un peu, tu vas voir que c'est pas le cas. Chemin faisant, il tombe sur un cadavre de Peste Mojo et on comprend qu'en fait Skull Kid a buté cet enfant et a pu transformer Link en Mojo à partir de son âme. Ok. Autre chose? T'inquiète, ça va venir. Nos deux héros arrivent dans un clocher où ils rencontrent un vendeur de masques légèrement fêlé qui annonce pouvoir rendre son apparence normale à Link s'il lui ramène son Ocarina, et demande également à ce qu'on lui ramène le masque de Skull Kid, le tout en 3 jours. Pas une seconde à perdre. Pour retrouver Skull Kid, Link arpente donc la ville de Bourg-Clocher, une petite ville paisible où le carnaval se prépare. Je vous passe rapidement les détails, mais pour le retrouver, il a dû reconstituer une fée fragmentée, pactiser avec un coquérifile se prenant pour une fée, jouer à cache-cache avec des mômes, danser avec un épouvantail, magouiller avec un marchand ambulant, et jouer avec un télescope pour voir que Skull Kid était en haut du clocher. Et aussi pour repérer une lune avec visage en train de s'écraser sur le monde. Mais ça c'est pas notre problème pour l'instant, il y a Skull Kid en train de twerker en haut du clocher, ça c'est plus grave. Link doit attendre minuit, le 3e jour, pour que le clocher s'ouvre, parce que c'est la tradition du carnaval. Il monte, retrouve Skull Kid et Tael, le frère de Taya, et découvre qu'en fait Skull Kid essaye de faire s'écraser la fameuse lune avec visage sur le monde. D'ailleurs c'est marrant, elle me rappelle quelqu'un cette lune. Heureusement, Link récupère son Ocarina en tirant sur Skull Kid avec une bulle de savon, et l'Ocarina tombe au pied de Link. Je tiens à préciser que j'ai déjà possédé un Ocarina que j'ai placé en hauteur et qui a fini en miettes, donc à la place de Link, j'aurais pas fait ça. Et grâce à une chanson que lui a appris son ami Zelda, il remonte le temps au début du premier jour et peut retourner voir le vendeur de masques. Celui-ci lui apprend le chant de l'apaisement grâce à un immense piano surgé de nulle part, il devait être dans sa poche, et Link reprend sa forme humaine, obtenant au passage un masque permettant de se transformer en Mojo. Ce masque contient l'esprit de l'enfant mort et Link peut donc se transformer en lui en endurant toute la souffrance contenue dans le masque. Sauf que Link n'a pas ramené le masque de Skull Kid au vendeur, qui devient subitement énervé et le maltraite, le moment le plus flippant du jeu. Il explique que ce masque, appelé le masque de Majora, a anciennement été utilisé dans des tribus mais a une puissance de destruction extrême. Et évidemment, un gamin lui a volé, donc c'est la merde et il faut le récupérer. Si Link savait parler, il aurait dit au vendeur qu'il pouvait remonter le temps grâce à son Ocarina et empêcher le vol du masque, mais ce serait trop facile. Link est un personnage muet et est donc condamné à revivre les 3 mêmes jours en boucle grâce à son Ocarina du temps pour trouver un moyen de vaincre Skull Kid. Pendant le combat sur le clocher, Tael a dit à Link d'aller chercher dans les 4 zones géographiques de Termina et d'en ramener 4 trucs, on sait pas encore quoi. Eh bah c'est parti, allez. On commence par les marais. L'eau y est empoisonnée et Link, grâce à une croisière dont le but est de détruire la faune locale, se rend au palais Mojo où le roi a emprisonné un petit singe trop mignon qu'il accuse d'avoir kidnappé la princesse Mojo. Link s'infiltre donc dans la cage du singe qui avait la fenêtre grande ouverte comme pour nous faciliter la tâche, et le singe lui apprend la mélodie ancestrale qui permet de faire apparaître le temple de Bois Cascade. Malheureusement, le roi les a entendus, et comme c'est une mélodie secrète, il lance l'exécution du singe. Heureusement, et ça nous arrange, il nous laisse en liberté, alors qu'on a appris la chanson secrète, et Link part donc au temple de Bois Cascade qu'il fait sortir des fleurs empoisonnées. Il termine le temple, combat un épéiste masqué géant plutôt stylé, et se retrouve dans une dimension parallèle où il rencontre un géant tahitien qui lui apprend une mélodie et lui demande de les appeler. C'est là qu'on comprend de quoi parlait Tael.
de ramener les 4 géants. Bref, grâce à Link, l'eau des marais redevient normale et Link retrouve la princesse Mojo dans le temple, qui confirme que le singe est son ami. Singe qui est justement en train d'être exécuté par le roi. Link doit donc emmener la princesse au palais de la meilleure des manières, en la transportant dans un flacon de verre. Réellement, pas une seconde à perdre. Le roi est en train de faire bouillir le petit singe, mais heureusement, la princesse décide de faire sa crise d'adolescence, se rebelle contre son père et le petit singe est libéré. En récompense, le majordome Mojo donne un nouveau masque peu utile à Link et lui dit que sous sa forme Mojo, il lui rappelle son fils, c'est-à-dire l'enfant mort qu'on a croisé au début. Sinon ça va, vous ? Après les marais vient la montagne, habitée par les Gorons, les hommes pierres. C'est un petit village qui connaît un hiver terrible à cause d'un blizzard mystérieux qui souffle depuis un palais de glace, comme dans la Reine des Neiges mais en mieux. Non! Notre ami le hibou, le personnage le plus utile du jeu, nous indique comment trouver le monocle de vérité, un artefact qui permet de voir l'invisible. Grâce à ça, Link peut voir le fantôme du défunt héros Goron Darmani, et non pas Darmanin, qui le guide dans sa tombe et regrette de ne pas pouvoir vivre plus. Ça tombe bien, Link lui joue le chant de l'apaisement pour convertir ce fantôme en masque qui permet de se transformer en Goron, en récupérant au passage toute sa souffrance. Mais pas grave, c'est stylé parce qu'il peut rouler à fond en démolissant tous les ennemis sur sa route. Il rentre dans le sanctuaire Goron où le fils de l'ancien du village casse les oreilles de tout le monde car il n'arrête pas de pleurer, putain je veux aller gosse. Heureusement, Link retrouve notre ancien, congelé, qui lui apprend la berceuse Goron et permet ainsi d'endormir son fils et de nous reposer les oreilles. Perso, dans mon inventaire pour endormir un môme, j'avais un arc, des bombes et une épée, mais le jeu a pas voulu. Link part vers le temple du Pic des Neiges, où la berceuse Goron lui permet d'endormir le Goron géant invisible et ensorcelé qui soufflait le blizzard sur la montagne. C'est un temple basé sur la hauteur, c'est-à-dire que Link pourra connaître le bonheur de tomber malencontreusement tout en bas et de devoir tout remonter en pied, #trauma. Link combat le boss qui est une chèvre géante, rencontre le deuxième géant et le printemps revient, tout le monde est content et le gamin s'est réveillé, putain! Link peut alors se rendre au ranch Romani où il retrouve son cheval disparu. Et au passage, il aide Romani, la fille des fermiers, à défendre les vaches de son étable contre des extraterrestres venus les kidnapper. Me demandez pas pourquoi. Link peut à présent aller dans la troisième contrée, la Grande Baie, où vivent des hommes poissons appelés les Zora. L'eau est en train de devenir trouble et sitôt arrivé, Link tombe sur Miko, un Zora rocker mourant qui utilise un poisson mort en guise de guitare. Dans un ultime souffle, il nous explique qu'il passe pas le meilleur moment de son existence parce que Lulu, la chanteuse de son groupe, a perdu sa voix et s'est fait voler ses œufs par des femmes pirates Gerudo. Il cherchait à les récupérer et comme il a échoué, son âme n'est pas en paix. Vous connaissez la suite, chant de l'apaisement, masque, souffrance, ça commence à faire beaucoup pour ce que t'appelles un jeu pour enfants. Après un petit tour dans l'âme de Miko et un recueillement sur sa tombe, cette scène est extrêmement bien réalisée, Link, transformé en Zora, part à la recherche des œufs. Il y a un hippocampe qui veut bien le guider, sauf que le pêcheur qui l'a pêché veut une photo de femme pirate en échange. Merci le voyeurisme, hein. Link s'infiltre donc chez des femmes pirates armées jusqu'aux dents au péril de sa vie pour prendre une photo, puis libère notre ami l'hippocampe, qui emmène Link au puits de pierre, habitat des serpents géants où il retrouve 3 des 7 œufs. Perso, je déteste toujours autant les gosses et je voulais en faire une omelette, mais le jeu voulait toujours pas. C'est relou. Puis il retourne chez les pirates et retrouve les 4 œufs restants. Il rapporte les œufs au labo de la Grande Baie où ils éclosent. Et c'est là qu'on voit qu'on a eu raison de pas en faire une omelette parce que les bébés Zora ils sont trop mignons. Encore plus que Sidon enfant. Les nouveau-nés apprennent la bossa nova des flots à Link, ce qui lui permet de rendre sa voix à Lulu et de transformer une île en tortue géante qui t'amène dans le temple de la Grande Baie du même coup. Les joueurs assidus de Zelda le savent, les temples de l'eau c'est toujours une galère infâme. Mais Link finit par arriver dans la salle du boss en chute libre tout en réatterrissant sans dommage sur ses pieds tel un chat. Puis bat le poisson géant qui est le boss le plus chiant du jeu. Il libère le troisième géant, l'océan redevient normal, Lulu retrouve sa voix et le groupe peut répéter à nouveau. Link se rend alors dans la 4ème et dernière contrée, la vallée Ikana. Dans la vallée, oh, Ikana, la lilala. C'est une vallée habitée par des morts, des fantômes et des squelettes. Toute l'ambiance d'un jeu pour enfants quoi. Link va devoir, entre autres, maltraiter un squelette géant pour obtenir un masque qui permet d'ordonner au squelette de détruire des tombes, y a plus de respect, rencontrer un homme décapité, se battre contre des ninjas et affronter le fantôme d'un musicien fou qui essaye de te tuer. Une bonne ambiance joyeuse. Puis Link s'infiltre dans le moulin où vivent un scientifique et sa fille, car comme on a vu c'est une région très conviviale pour vivre en famille. Termina Immobilier vous accueille dans la vallée Ikana. Un lieu très convivial peuplé exclusivement de momies, de squelettes et de ninjas qui chercheront à vous assassiner. Achetez dans la vallée Ikana et vous trouverez le trépas. On tombe sur une armoire dans laquelle est enfermé le père qui a été transformé en momie. Et comme ça commence à devenir sacrément glauque, on va dire qu'il essayait juste de faire un costume de Yuzma. Mais attends, Yuzma c'est le mec qui a reçu des filles sur Instagram, on est bien d'accord? Ah oui, en fait c'est encore pire comme ça. C'était pas si mal la momie. Link l'apaise et récupère un masque qui permet de parler aux momies, ce qui lui permet d'accéder aux ruines du château d'Ikana. Et sur sa route, il pourra affronter des momies et des effrois, 2 types de monstres qui te paralysent puis te bouffent la tête, et preuve définitive qu'il ne s'agit pas d'un jeu pour enfants. Si ça vous suffit pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Heureusement, si Link porte le masque de momie, les effrois ne lui feront rien car ils se mettront à danser.
ce n'est pas une blague. Link arrive dans la salle du trône et combat le squelette du défunt roi d'Ikana et de ses 2 gardes qui passent plus de temps à se battre entre eux que contre Link. Et c'est donc le fantôme du squelette du roi, donc un fantôme de fantôme, c'est un peu compliqué je sais, qui apprend à Link l'hymne du vide, qui permet de créer une statue flippante de lui-même qui semble tirer de l'attaque des titans, ainsi que des statues des esprits de ses masques, c'est-à-dire l'enfant mort, le Zora mort et le Goron mort, des statues de cadavres. En gros, ils servent à maintenir des interrupteurs appuyés quand il y en a plusieurs, permettant ainsi à Link d'escalader la forteresse de pierre et d'arriver dans le temple du même nom. Ce temple est particulier car grâce au pouvoir des flèches de lumière, il pourra se retourner et être parcouru à l'envers, je trouve ça renversant. Ok, oubliez-la celle-là. Link arrive à la salle du boss, plonge dans un trou où il découvre les merveilleux effets du LSD et se retrouve à affronter 2 vers géants volants. Heureusement, grâce au masque de géant qui se trouvait comme par hasard dans la salle, Link est de taille face aux 2 vers et se permet même de s'essayer à la danse. Il libère l'esprit du 4ème géant, la vallée est apaisée, patati et patata, on connaît la chanson. Mais en plus de la quête principale, il y a plein de quêtes secondaires à proximité qui surviennent toutes à un moment bien précis des 3 jours qu'on explore en boucle, avec par exemple des masques à trouver, des personnages à aider, des trucs comme ça. Ce qui a permis la quête d'Anju et Café, la quête la mieux foutue de la saga, n'est-ce pas les Korogu? C'est un scénario secondaire dans lequel Café, le fils du maire, a disparu. On joue alors les détectives privés et on découvre qu'il est fiancé à Anju, la gérante de l'auberge. On finit par le retrouver et il annonce qu'il se cache parce qu'il a été transformé en enfant par Skull Kid et qu'il s'est fait voler son masque de mariage par Sakon le voleur, un homme à la démarche tout à fait discrète et naturelle qui n'attire pas du tout l'attention, non. Mais bon, en vrai, on a tous compris qu'en tant que chauve, Sakon était jaloux de la chevelure soyeuse de Café et que c'est pour se venger qu'il lui a volé son masque. Et accessoirement, Café est un enfant qui doit épouser une femme adulte dont la différence d'âge physique est flagrante. Essayez de faire abstraction de ça s'il vous plaît. On s'infiltre dans le repère du voleur, on récupère le précieux masque et Café peut désormais retrouver Anju qui l'attend dans la ville désertée par les habitants qui ont fui. Les amoureux s'étreignent et c'est si émouvant. Même si Café est toujours un enfant et que même Taya fera remarquer qu'on dirait une mère et son fils. Ça fait beaucoup là, non? Ils s'échangent leur masque de mariage et décident d'attendre le matin ensemble. Sauf que la lune, elle, n'a pas l'intention de laisser le matin arriver. Donc si le joueur ne veut pas se sentir coupable, il doit aller combattre Skull Kid et arrêter la lune. Link monte sur le clocher, la lune se rapproche, mais il peut désormais appeler les 4 géants qui viennent à son secours. Regardez-moi comment ils sont fins, limite la lune elle va les casser s'ils essayent de la retenir. Et pourtant ils y arrivent. Et ça décomplexe les gens fins comme moi. Allez-y, envoyez-moi une lune dessus, je vous l'arrête à main nue. Le danger est passé, Taya et Tael sont à nouveau réunis, et Skull Kid est hors de combat, tout est bien qui finit bien. Et bah en fait non, parce que le masque de Majora était vivant et que c'est lui qui contrôlait Skull Kid depuis le début, et c'est reparti. Et heureusement qu'il se manifeste parce que Tael était en train de faire un discours super chiant sur le fait que Skull Kid avait voulu raser une planète entière uniquement parce qu'il n'avait plus d'amis. Le masque rentre dans la lune qui reprend sa chute et fait ployer les géants, et Link est obligé de le suivre dans un vortex maléfique. Il se retrouve alors dans une plaine où jouent des enfants masqués et où un enfant qui porte le masque de Majora s'ennuie tout seul. Il lui propose de jouer avec lui. Link accepte et se retrouve à affronter le masque de Majora sous plusieurs formes, comme par exemple l'incarnation Majora qui aime beaucoup danser. Et une preuve de plus que la danse occupe une place importante dans ce jeu. Et évidemment, tu vas pas résister à l'idée de faire un montage musical de tous les moments de danse du jeu, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Link va donc bien galérer pour affronter le masque maudit. Ou alors, il aura trouvé le masque de dieu démon qui est super puissant et qui permet de latter les boss super facilement. Le masque est vaincu, la lune se désintègre et un nouveau jour se lève sur Termina. Link se réveille dans un champ entouré de Taya, Tael, le vendeur de masques, les géants, et Skull Kid redevenu gentil grâce au super pouvoir de l'amitié. Les géants repartent dans leurs contrées respectives au grand désespoir de Skull Kid qui pense ne plus avoir d'amis, mais Taya et Tael lui pardonnent et ils redeviennent copains. Le vendeur récupère le masque de Majora, vidé de toute son énergie maléfique et en parfait état alors qu'il était en train de se désintégrer 2 minutes plus tôt, et avant de partir, il dit à Link que les masques qu'il possède sont remplis de bonheur et de gaieté, comme on a très bien pu le voir dans le jeu. Il disparaît et Taya fait remarquer que la quête est finie et envoie Link se faire foutre comme une vieille chaussette. Link disparaît à cheval devant le carnaval de la ville qui commence sur un magnifique feu d'artifice tiré en plein jour, quelle bonne idée pour qu'il soit vu. Et c'est dans les crédits de fin qu'on assiste au happy end pour la plupart des personnages. Anju et Café se marient et on ne sait toujours pas s'il est redevenu adulte, les danseuses ont trouvé leur voix, Lulu a retrouvé sa voix et le majordome a retrouvé le cadavre de son fils. Fin du jeu.